avec nous pour parler transmission familiale. Donc Géraldine Pommery, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes directeur du département entreprise à l'UNOFI. Non. Et maître Marie-Elisabeth Vanneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire NCE à la Vente-Sonneau, c'est Exactement. tout près de Strasbourg, oui. voilà, en Alsace donc. Géraldine Pommery, en 2 mots, qu'est-ce que l'UNOFI ? UNOFI, Union notariale financière, c'est un organisme qui appartient majoritairement au notariat, qui accompagne les notaires dans leur mission de gestion, d'organisation et de transmission du patrimoine de leurs clients, qu'ils soient privés ou professionnels. On va se mettre d'accord dès le début de notre échange. Est-ce qu'on peut faire la différence entre cession et donation, s'il vous plaît ? Oui, on parle souvent de cession à titre onéreux, à titre gratuit. En fait, pour la suite de notre propos, cession, c'est ce qui correspondra à une vente avec une contrepartie financière, alors que la donation, c'est un dessaisissement gratuit. Très bien, cette précision faite. Lorsqu'un chef d'entreprise ambitionne de céder son entreprise au profit de tout ou partie de ses enfants, est-il procédé à une vente, ainsi qu'il a été évoqué dans la table ronde précédente, Alors, ou à un don ? C'est une possibilité. La cession au profit d'un descendant n'est pas prohibée. Et d'ailleurs, elle est utilisée en tout ou partie, généralement, notamment pour dégager de la trésorerie au profit du chef d'entreprise sortant, pour préparer sa retraite notamment. Cependant, il faut garder à l'esprit que le prix doit être fixé de manière réelle. On doit avoir une réalité dans la fixation du prix, dans la détermination de celui-ci, et puis également dans son règlement. À défaut de quoi, ça pourrait être considéré comme une donation indirecte ou déguisée faite au profit d'un descendant pour laquelle il devrait rendre des comptes au décès du chef d'entreprise. C'est pour ça qu'en matière de transmission de patrimoine, il est souvent évoqué la question de la donation ou de la donation-partage, le chef d'entreprise prenant la qualité de donateur, et puis les enfants ou certains d'entre eux reprenant la qualité de donataire, comme le disait Géraldine avant, sans règlement d'un prix. Alors précisément, refaites-nous s'il vous plaît cette différence entre la donation et la donation-partage. Alors effectivement, en matière de donation, quand on parle de donation simple, il y a une règle toute simple qui est celle où finalement en matière de donation, on a ce qu'on appelle la règle du rapport au jour de la succession du chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'on fait les comptes entre les différentes donations qui ont pu intervenir du vivant du chef d'entreprise pour voir si un enfant a plus ou moins reçu. Et le cas échéant, dans le cadre de ces règles de rapport, on retient non pas la valeur au jour où la donation a été réalisée, mais la valeur au jour du décès du chef d'entreprise. Et il peut arriver qu'il y ait eu des fortes variations assez conséquentes de valeur sur les actifs donnés, ce qui peut donner lieu à des discussions au jour du décès du chef d'entreprise, notamment entre les héritiers, et puis des jeux de compensation, soit de manière monétaire, soit avec les actifs qui sont encore existants. Et c'est là où la donation-partage intervient, puisque la donation-partage, finalement, elle a une règle qui est dérogatoire à celle que je viens d'exposer, c'est-à-dire qu'on retient bien la valeur non pas au jour du décès du chef d'entreprise, mais la valeur au jour où la transmission a été réalisée. Il en résulte quoi ? C'est vraiment un gel des valeurs, et donc même si la donation finalement est inégalitaire ou a été faite avec charge de soult, on a une fixation de la valeur qui est faite de manière définitive. Donc l'égalité, elle est actée de manière définitive, ou une inégalité avec un quantum d'inégalité, du coup, mais qui est actée de manière définitive. Et ça peut avoir une importance assez capitale, notamment en matière de reprise d'entreprise pour l'enfant, par exemple, qui s'investit dans la reprise de celle-ci et qui participe à sa valorisation. Alors, Géraldine Pommery, j'imagine que donation ou donation-partage, de toute façon, il y a taxation. Mutation égale taxation, effectivement. Vous le dites avec le sourire. Il faut. En fait, c'est selon un barème qui va dépendre du lien de parenté entre le donateur et le donataire, c'est-à-dire celui qui reçoit. Quand on est dans une configuration parent-enfant, il y a d'abord un abattement, ça a été évoqué à la table ronde précédente, un abattement de 100 000 € par parent et par enfant. Et après, c'est un barème qui est progressif, qui va de 5 à 45%, sachant que les premières tranches sont très courtes, donc au-delà de 16 000 € supplémentaires, on est déjà taxé à 20%. Vous voyez que ça va relativement vite. Il faut savoir que c'est le même barème qui est utilisé pour taxer les donations et les successions. Et alors, quel est l'intérêt précisément de faire une donation plutôt que d'attendre la succession si c'est le même barème ? Eh bien, parce que ce barème et l'abattement qu'on positionne avant se renouvellent tous les 15 ans. Donc, plus on s'y prend tôt, plus on a le temps de passer des donations avant d'arriver à la succession.
Par ailleurs, on n'est pas obligé de se dessaisir et de se dépouiller totalement. C'est-à-dire que le droit de propriété se décompose en deux parties. Il y a ce qu'on va appeler le droit au capital, qui est la nue propriété, et puis l'usufruit, l'usus, le fructus, l'usage, les fruits, et en matière de titres de société, certains droits de vote. Donc le donateur peut tout à fait transmettre la nue propriété en se réservant l'usufruit. S'il ne transmet pas l'entièreté du droit, la valeur de taxation sera réduite, et d'autant plus réduite que le donateur sera jeune et son usufruit sera long. Donc c'est intéressant de pouvoir faire ça assez jeune. Maintenant, j'y mettrai quand même un bémol, c'est que donner tôt à des enfants trop jeunes pour une seule optimisation fiscale, c'est souvent la fausse bonne idée. Parce qu'on n'est pas certain que les enfants voudront de toute façon reprendre la société. Hein. Exactement. On l'a entendu tout à l'heure, le pourcentage s'est inversé entre les familles reprenantes. Voilà, on n'a plus que 20% aujourd'hui des entreprises qui sont transmises familialement, c'est ça? Tout à fait. Et puis, on peut avoir à l'origine un enfant repreneur et il s'avère qu'il change de projet et que ça ne sera pas lui. Enfin bon, voilà, c'est... il faut essayer d'avoir une vision prospective, mais sans se fermer toutes les portes. Alors, il existe, semble-t-il, hein, quand même, dans ce cadre de ces transmissions familiales, un dispositif particulier en France qu'on appelle le pacte du Treil. Maître Vanneau, est-ce que vous pouvez nous en expliquer? Effectivement, alors il a été mis en place le pacte du Treil. Son objectif, c'était d'éviter que les descendants, au jour du décès du chef d'entreprise, se retrouvent dans une position délicate, soit à devoir prélever de la trésorerie sur la société qui finalement vient obérer son développement, soit même à vendre celle-ci au profit d'investisseurs, le cas échéant, étrangers. Donc ce dispositif, il a été mis en place pour quelle raison? L'idée, c'était une pérennité de l'emploi. Il nous apporte la chose suivante, c'est-à-dire, comme le disait Géraldine avant, dans le cadre des abattements, etc. Là, en l'occurrence, au niveau de la valorisation qui sera retenue pour les titres transmis, on pourra avoir une exonération à hauteur de 75% de la valeur. Donc, l'assiette des droits de donation ne sera plus que de 25%. Alors bien entendu, il y a des conditions qu'on va certainement évoquer par la suite, qui sont liées à un maintien au niveau de l'actionnariat et aussi des fonctions de direction. Il faut aussi avoir en tête d'ores et déjà que quand un chef d'entreprise transmet avant l'âge de 70 ans et en pleine propriété à ses descendants, sur les droits de donation qui auront été calculés, du coup calculés uniquement sur 25% de la valeur, hein, on aura une réduction à hauteur de 50%. Voilà. Et quelles sont les conditions, Géraldine Pommery, pour pouvoir bénéficier de cette exonération à 75% ou à 50%? Alors, il y a 4 conditions majeures. La première, c'est l'activité de l'entreprise. Comme le disait Marie-Elisabeth, l'idée sous-jacente du législateur, c'était la pérennité des entreprises et le maintien des emplois. Donc, ça s'adresse à des entreprises qui développent une activité opérationnelle, industrielle, commerciale, artisanale, libérale et agricole. Ce qui veut dire qu'une SCI qui donne en location son bien immobilier, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc ça c'est la première des conditions. On retrouve effectivement l'idée sous-jacente du maintien des emplois. Alors les autres conditions, on vous les a résumées sous forme d'une frise chronologique qui devrait passer à l'écran. La deuxième et la troisième condition, c'est en fait la stabilité du capital. L'idée sous-jacente, c'est que le repreneur qui va devoir convaincre ses salariés, ses clients, ses fournisseurs, ses banquiers de sa capacité à poursuivre l'aventure, c'est pas le moment qu'il aille courir après ses actionnaires. Donc il y a un noyau stable de capital qui doit représenter à peu près 34%, qui est sous un engagement collectif de conservation d'au moins 2 ans, qui est prorogeable, et la mutation, la transmission doit se faire pendant cette période de 2 ans. Troisième condition, les bénéficiaires de la transmission sous du Treil doivent conserver leur titre pendant 4 ans supplémentaires à compter de la fin de l'engagement collectif. Et puis la dernière condition, c'est ce que j'appelle la transmission du bâton de maréchal. Notre chef d'entreprise, donateur, dirigeant de son entreprise, doit conserver cette fonction de direction. Il l'exerce pendant la durée de l'engagement collectif et la fonction doit être exercée pendant 3 ans supplémentaires à compter de la transmission.
C'est pas forcément la même personne en fait qui doit exercer cette fonction de direction. On peut tout à fait envisager que, à l'origine, le donateur, chef d'entreprise, dirigeant de l'entreprise exerce la fonction et puis transmet, et à partir d'un certain moment, transmettre ce bâton de maréchal à son ou ses repreneurs bénéficiaires de la donation. Donc une période de 6 ans, il faut se montrer relativement prévoyant. Il faut se montrer prévoyant parce qu'en plus, effectivement, ça doit, les conditions doivent être respectées sur la durée. Maintenant, il y a, comme souvent, le régime général qu'on vient de vous exposer. Et puis, il y a des dérogations. Donc, si tous les éléments de l'engagement collectif en termes de capital, de fonction, d'activité sont respectés, mais que rien n'a été formalisé, on peut considérer qu'on va pouvoir passer à la période individuelle directement, c'est ce qu'on appelle l'engagement réputé acquis. Et puis, il y a ce que j'appelle un peu la roue de secours pour les chefs d'entreprise les plus imprévoyants, qui n'ont rien signé, formalisé et sont décédés. Et les héritiers ont 6 mois, c'est-à-dire le délai de la déclaration de succession, pour formaliser eux-mêmes un engagement collectif qui devra être poursuivi par un engagement individuel, chacune de ces sous-cases devant répondre à des conditions particulières supplémentaires. Merci pour ces précisions. On a beaucoup de questions qui nous arrivent sur la holding et sur sa gestion et son animation. Alors je vous propose, avant de passer à ces questions qui nous sont posées par les internautes, Maître Vanneau, d'en définir les contours, s'il vous plaît. Alors, la holding, c'est effectivement une sorte de superstructure qui détient les participations du chef d'entreprise dans ces différentes structures opérationnelles. Elle est souvent mise en place pour des raisons tant civiles que fiscales. Je tiens quand même à insister aussi, au-delà de la partie fiscale qui a déjà été un petit peu et financière abordée par Nathalie tout à l'heure, qu'elle vient aussi au soutien d'une organisation et qui peut être pertinente pour les besoins de la transmission future. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce que finalement le dispositif Dutreil a vocation à s'appliquer à cette holding, puisque Géraldine l'a dit avant, pour que le dispositif Dutreil s'applique, il va falloir en l'occurrence du coup que ça s'applique à une société qui mène soit une activité industrielle, commerciale, agricole, libérale ou artisanale encore. Et effectivement, la holding ne répond pas du coup à ces conditions puisqu'elle détient les participations du chef d'entreprise dans l'opérationnel. Du coup, c'est posé la question de savoir si le dispositif Dutreil s'y appliquait. En l'occurrence, il faut établir une distinction assez importante entre deux choses. La holding qui est animatrice de son groupe et celle qui ne l'est pas. La holding animatrice de son groupe, elle participe de manière active à la conduite de son groupe. Elle donne des directives à ses filiales et elle peut aussi lui procurer des avantages, des prestations de services administratives, financières, comptables. Exactement, tout ce qui est fonction de support. Et donc, à ces holdings, effectivement, qui sont animatrices de leur groupe, on peut appliquer le dispositif du pacte Dutreil à hauteur, donc une exonération qui viendra s'appliquer à hauteur de 75% de la valeur globale des titres de la holding concernée, la holding animatrice. Donc ça veut dire que d'une manière générale, le Dutreil ne s'applique pas, même s'il y a sans doute des exceptions, à toutes les holdings, si cette holding n'est pas animatrice en tout cas. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que toutes ces conditions, il faut y répondre de manière précise. Et c'est là où il faut se faire encadrer de tous ces conseils, entourer de tous ces conseils, poser les bonnes questions. Il y a différentes conditions auxquelles il faut répondre, qui sont vraiment importantes, parce que l'administration fiscale est regardante, bien entendu, puisque l'exonération est conséquente. Et là, il faut bien se renseigner pour voir s'il est répondu à tous les critères de la holding animatrice, condition pour laquelle, en vertu de laquelle, effectivement, l'exonération des 75% s'appliquera à la totalité de la valeur des titres de la holding. Alors Géraldine Pommery, avant de passer aux questions... Je voulais juste apporter une petite précision. Allez-y, je vous en prie. Ça ne veut pas dire que quand on a une holding non animatrice, que ça ne va pas s'appliquer, effectivement, le dispositif Dutreil ne va pas s'appliquer. C'est simplement qu'il ne va pas s'appliquer à hauteur de 75% de la valeur globale des titres. Il va s'appliquer à hauteur de 75%, mais que de la partie qui est représentative de l'opérationnel, si on peut dire. Donc effectivement, l'exonération sera moins forte. On va calculer une sorte de coefficient d'interposition, on appelle ça, pour voir à hauteur de quel niveau le pacte Dutreil va s'appliquer, mais ça peut quand même s'appliquer à une holding non animatrice, mais pas dans les mêmes conditions.
En tout cas, pas sur Voilà. la totalité de la valeur. C'est ça, exactement. Maître Pommery, Géraldine Pommery, pardon, avant de passer aux questions de nos internautes, qui sont vraiment nombreuses, rapidement, pour qu'on voit bien l'intérêt de ce dispositif du Treil, vous avez là un tableau très simple. Voilà, un petit exemple André. chiffré qui devrait s'afficher. On a pris l'exemple de monsieur qui a 2 enfants, qui a 64 ans, et une entreprise qui vaut 2 millions, donc 1 million par enfant. Si rien n'est fait et qu'il décède, les enfants devront payer 426 000 euros de droits. On est déjà dans une tranche marginale à 30%. Si les conditions d'un Dutreil sont réunies, on passe à 56 000. Donc on voit qu'on économise 370 000 euros de trésorerie. S'il la donne en pleine propriété de son vivant, on divise la facture par 2. Donc on voit que la trésorerie épargnée est finalement de 400 000. C'est souvent la trésorerie de l'entreprise. Et puis s'il la donne en nue propriété, je disais tout à l'heure que la valeur de taxation est réduite. Il a 64 ans, ça fera 600 000 euros. Et là, on fait baisser finalement la taxation, puisque l'usufruit n'est pas taxé au décès, à moins de 1% de la valeur de ce qu'on aura transmis en pleine propriété. Donc on voit que c'est quand même très parlant, et plus l'entreprise est valorisée, plus la différence sera importante. Alors justement, on nous pose cette question, est-il possible de céder la holding en nue propriété à ses enfants une fois la société cédée? Alors, pas en Dutreil. On peut la transmettre sans aucun problème, mais une fois qu'on a cédé l'opérationnel qui est en dessous, elle ne peut plus être animatrice, cette holding. Elle va être une cash box. Donc le Dutreil ne fonctionne pas. C'est ça, on revient à l'idée qui était sous-jacente tout à l'heure dans l'idée que j'indiquais. On ne pourra plus avoir le caractère d'holding animatrice, et puis là, en dessous, derrière, on n'aura plus rien d'opérationnel, donc plus de possibilité de faire appliquer le Dutreil. D'où la question qui nous était posée tout à l'heure sur la table ronde précédente, comment mes enfants vont-ils gérer la holding à mon décès? Alors, la gestion de la holding, on le verra peut-être un petit peu après, au niveau du décès aussi, je pense qu'elle passe par la mise en place notamment de pactes d'associés. Parce que du coup, je l'ai dit avant, c'est une manière d'organiser son patrimoine, au-delà des questions fiscales qui devraient faire l'objet d'une table ronde globale pour en parler. Mais au-delà de ces aspects fiscaux, c'est vraiment de l'organisationnel. C'est pouvoir avoir toutes les participations qui sont retenues au sein d'une même structure et pouvoir transmettre, entre guillemets, à parts égales ou non, en fonction, mais à ces différents enfants. Et je pense que la mise en place de pactes d'associés qui sont finalement des conventions facultatives, non obligatoires, qui se trouvent en dehors des statuts et qui viennent régler un certain nombre d'événements qui peuvent se produire dans la vie de l'entreprise ou dans la vie du chef d'entreprise ou de ses associés, est un moyen effectivement d'apporter une organisation au sein de la holding avec ses différents héritiers et descendants. Alors précisément, on nous dit comment équilibrer l'héritage entre les enfants dont un seul reprend l'entreprise et qui représente l'essentiel du patrimoine. L'essentiel du patrimoine. Alors, il y a plusieurs possibilités. Les possibilités, alors déjà, comme je l'ai dit au préalable, une donation-partage inégalitaire peut être envisageable. On fixe définitivement la valeur de cette inégalité, finalement, en se disant que l'un des enfants prend un risque, par exemple, plus conséquent en étant repreneur de l'entreprise, et on pourrait prévoir quelque chose d'inégalitaire. Après, souvent, ce qui est reproché aux autres aussi, c'est de dire, mais attends, on te donne tout cuit, là, un outil de travail, t'as rien fait pour hériter de cette société avec 80 personnes. Bien sûr. On rentre dans des conflits familiaux sans fin. Bien sûr. Alors après, c'est une discussion, je pense, qui doit être menée aussi de manière plus globale. Faut savoir que quand un enfant est plus ou moins alloti par rapport à l'autre, il y a aussi ce qu'on appelle la renonciation à l'action en réduction. Finalement, c'est les fameux calculs que je disais avant pour voir si un enfant a plus ou moins reçu. Mais si on est dans un cadre familial avec une entente et une discussion qui peut s'établir, je pense que ça pourrait être une bonne mise en place. Et puis après, il y a aussi des questions, il y a une autre manière d'aborder les choses, c'est effectivement de prévoir le règlement d'une soulte par l'enfant, pour désintéresser ses frères et sœurs par l'enfant qui reçoit l'entreprise. Alors elle peut être plus ou moins importante, et c'est la raison pour laquelle là, la holding, elle reprend tout son sens. Parce que ça peut être un moyen de financer la soulte aussi qu'on doit à ses frères ou à ses sœurs. On nous demande, conseillez-vous en systématique la rédaction d'un engagement collectif pour se laisser la chance de bénéficier des effets du Dutreil en cas de décès ou de transmission? Bien sûr, évidemment. Il faut, ne serait-ce qu'à titre de prévoyance, envisager ce dispositif. On ne peut pas se permettre de ne pas l'avoir envisagé. Après, quelque part, une entreprise est un être vivant, donc la situation peut tout à fait avoir changé et
les critères pourraient ne plus être remplis. Et puis effectivement, les enfants, le jour J, peuvent décider de finalement orienter leur vie professionnelle de manière totalement différente et ne pas reprendre l'entreprise. Eh ben, on ne fait pas appel au dispositif, mais on a ouvert la porte aux enfants pour 125 € de droits d'enregistrement. Donc oui, il faut le faire. On a 2 dernières questions, je vous propose d'y répondre rapidement. Le cédant part à la retraite, a-t-il un intérêt à se rémunérer dans son holding pour gérer l'actif de ce dernier ? C'est une excellente question à laquelle je vais essayer de répondre. Alors, si vous n'y arrivez pas tout de suite et que vous avez besoin de temps, ce qui est parfaitement compréhensible, je propose à notre internaute de prendre le temps de lui répondre par écrit, ou est-ce que... Non, bon, j'ai déjà une petite idée. En fait, en général, on continue à se faire rémunérer quand on n'a pas acquis ses droits à la retraite pour faire liquider. Et donc, on continue avec non plus une activité opérationnelle au sein de la structure puisqu'elle est vendue, mais des investissements qui sont faits. Il y a une gestion des investissements qui soit immobilier, financier, etc. Et une rémunération peut permettre de continuer à valider le nombre de trimestres minimal pour pas avoir une décote énorme de sa retraite. Après, en général, ce qui se passe, c'est que le cédant n'est plus, enfin le chef d'entreprise à la tête de sa holding, n'est plus rémunéré et a des revenus complémentaires via les investissements qui ont été faits. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Là, il faut faire aussi attention à toutes les interactions qu'il peut y avoir par ailleurs, hein, notamment en fonction des dispositifs qui ont été mis en place, et bien s'assurer que tout colle à la fin, s'il souhaite encore avoir quelque chose qui provienne de la holding. Hein. Précisément, c'est une dernière question qui est un peu technique, mais vous nous avez évoqué tout à l'heure de l'intérêt à anticiper la transmission de la nue propriété d'un holding ou d'une holding. Je ne sais jamais d'ailleurs si c'est masculin ou féminin. Je sais pas. Une holding. Le Larousse et l'Académie française n'ont pas tranché encore. Le président du holding, de la holding, peut-il se distribuer librement les dividendes sur les réserves ? Alors, c'est une décision non pas du président, mais de la collectivité des associés. Exactement. Donc déjà, tout va dépendre de son poids dans le capital et dans les droits de vote. Quand on est en démembrement de propriété, selon une jurisprudence qui commence à se préciser, qui date un petit peu, mais qui commence à se préciser, qui s'est précisée récemment, en fait, les dividendes sur les réserves vont appartenir aux nus propriétaires, sous réserve du droit de jouissance de l'usufruitier, et en matière de numéraire, puisque c'est une distribution en numéraire, j'imagine, dont on parle, eh bien l'usufruit sur une somme d'argent, ça devient un quasi-usufruit. C'est-à-dire que le quasi-usufruitier va pouvoir utiliser cette somme, mais il aura une dette de restitution en fin d'usufruit, c'est-à-dire concrètement lors de sa succession, au bénéfice du nu propriétaire. Et là, il faudra faire attention aussi d'un point de vue rédactionnel, tant au niveau des statuts que de la donation, pour que ce quasi-usufruit qui se mettra en place, le cas échéant, soit d'ores et déjà prévu en amont. Et ça, c'est important de s'entourer de tous ces conseils pour le mettre correctement en place. Voilà, ça fonctionne très bien, mais il faut bien rentrer dans les cases. Exactement. Bien, merci à toutes les deux. Merci Géraldine Pommery, directeur du département entreprise de l'UNOFI. Merci à vous, Merci à vous. Marie-Elisabeth Vanneau, notaire NCE à La Vente-Sonneau près de Strasbourg.